Merci de nous retrouver ce matin en direct de la Maison de la Radio pour ces rencontres d'Aix-en-Seine dans un format un petit peu particulier cette année en partenariat avec le Cercle des économistes. Vous pouvez nous suivre sur le site de France Info mais aussi le site de ces rencontres. Alors autour de moi pour parler ce matin de cette première table ronde qui traitera de la question de la crise sociale, il y a Françoise Benamou, vous êtes membre du Cercle des économistes, professeur à Paris 13 et à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Vous avez aussi à vos côtés Marc-Olivier Padis, directeur des études chez Terra Nova. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Guillaume Azenot des GRAC. Vous êtes professeur associé à l'École normale et vous êtes là également. Bonjour. Et puis en visio, Aurélie Trouvé, qui est porte-parole d'Attaque, maître de conférences, enseignante chercheuse en économie, et qui est avec nous donc par la forme Zoom, par une forme visio. Alors pour démarrer tout de suite dans le vif du sujet, on a beaucoup parlé de la crise sociale, de la crise sanitaire, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est la crise sociale. Est-ce qu'il faut redouter une crise? Ce matin, par exemple, le chef de l'État disait qu'il y allait avoir une rentrée très dure. Quels sont les éléments qui laissent penser qu'il y aura une crise d'ampleur? Je me tourne vers vous, Françoise Benamou. Oui, merci. Alors, vous savez, au départ de l'élaboration du programme, bien avant la pandémie, on avait constaté la concomitance des colères sociales de par le monde, en Asie, à Hong Kong, au Chili, en France. Alors chaque fois, c'était des colères de nature très différente, mais on voyait bien qu'il se passait quelque chose et que les populismes pouvaient s'emparer ensuite de certaines de ces colères en mettant en question jusqu'à la démocratie. Donc cette question des colères sociales, c'est une question, bien entendu, qui relève de l'économie, qui relève du social, qui relève du politique. Alors la Covid a percuté cette problématique qu'on avait déjà mise en place en la posant en des termes différents. Alors on a eu un temps, je dirais, de confinement des colères sociales et où l'accent était mis sur des professions essentielles et qui étaient rémunérées en raison inverse de leur utilité sociale. C'était la question des infirmières, de tous ceux qui travaillaient à approvisionner les citoyens confinés chez eux. Mais nous sommes aujourd'hui sans doute devant une cocotte minute qui à tout instant peut exploser. Alors pourquoi? Vous m'avez posé la question, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Le premier, c'est celui qui a été évoqué par le président de la République, bien entendu, c'est tout simplement la crise. Pour prendre des prévisions parmi d'autres, car il y en a beaucoup qui sortent, le FMI prévoit un recul du PIB de 4,9% dans le monde en 2020 et de 12,5% en France pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Donc recul du PIB, évidemment très inquiétant. Le chômage avant tout, le chômage d'abord des jeunes, puisque toute une génération va arriver à l'automne sur le marché du travail et elle s'ajoutera à à tous ceux qui vont arriver parce qu'il y aura eu des faillites, des plans sociaux, on en reparlera. 700 000 personnes, 700 000 c'est 700 000 jeunes, jeunes, dit 700 le 000 chef de jeunes l'État dans chaque une année, interview ce bien matin. entendu, chaque année. Et donc sur ces 700 000, je ne sais pas combien trouveront un travail ou un stage, mais sans doute bien peu d'entre eux. Donc il y a cette question qui est centrale, à moins évidemment de mesures ad hoc. On reviendra là-dessus. Alors qu'est-ce qui peut faire aussi exploser les choses? Ce sont les inégalités. Je ne dirais pas seulement les inégalités, mais le sentiment des inégalités qui est très fort en France. Et ajoutons que, pour suivre les travaux, par exemple, de François Bourguignon, la mondialisation réduit les inégalités entre les sociétés, elle les accentue à l'intérieur des sociétés. Et ce que peut produire la Covid, c'est de réactiver les premières, c'est-à-dire les inégalités entre les sociétés, sans effacer pour autant les secondes. Et puis on a l'apparition de nouveaux pauvres. Nouveaux pauvres, on voit ce qui remonte des banques alimentaires, ce qui remonte des sous populaires, etc. Et pour Angus Deaton, prix Nobel d'économie, la pandémie est un révélateur d'inégalités et elle les approfondit. Je me tourne vers vous, Marc-Olivier Padis. Vous avez entendu le diagnostic assez sombre, il faut bien le dire, de Françoise Benamou. Les chiffres sont les chiffres. Est-ce que vous le partagez? Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce que le Covid va accentuer ce sentiment d'inégalité et donc cette cocotte minute qui pourrait exploser là, qui attend?
Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, d'un strict point de vue économique, toute l'année 2021 va être quand même très difficile. On va avoir effectivement toutes les difficultés des jeunes qui vont entrer sur le marché du travail. Il va y avoir des vagues de licenciements. Le chômage va remonter alors qu'on était sur une courbe plutôt intéressante jusqu'à présent. Et puis, ce qui est déroutant avec les inégalités, c'est qu'on ne cesse de découvrir des fractures qui ne sont pas tout à fait là où on croyait qu'elles étaient. Je prends un exemple, pendant le confinement, on a découvert que la Seine-Saint-Denis a souffert beaucoup plus. Était très exposé. Très exposé. Notamment parce que beaucoup de travailleurs de Seine-Saint-Denis occupent ce type d'emploi. Ils étaient en première ligne. Qu'on a appelé justement première ligne. Corvée. Mais les premières lignes, par exemple, on ne parlait pas de ça il y a 6 mois. C'est-à-dire ce type de représentation du risque et de l'inconfort social, du fait d'être en première ou en deuxième ligne. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment en tête. Et on ne cesse de découvrir des inégalités différentes, en plus avec une maladie où les facteurs personnels aggravants sont tout à fait déroutants aussi. C'est l'âge, mais pas seulement, il y a aussi des comorbidités. Enfin, et donc, les inégalités, on ne cesse de redécouvrir de nouvelles lignes de clivage dans les inégalités, et par conséquent, les outils dont on disposait pour lutter contre ces inégalités révèlent en partie leur inadéquation à chaque fois qu'on essaye de répondre. Et donc, il faut trouver de nouvelles manières. Se réinventer, hein, c'est le grand mot qu'on entend en ce moment. Dans le monde d'après, il va falloir se réinventer. Aurélie Trouvé, je me tourne vers vous. Vous faites aussi ce diagnostic. Vous avez le sentiment que les inégalités ont été accentuées par cette épidémie et que les outils dont on dispose vont être assez vains pour essayer de les apaiser, de les aplanir? Oui, bien entendu, mais parce que également, il y a un système économique en place en France et ailleurs qui fait que ça a aggravé les inégalités pendant la crise. Le fait, par exemple, que tout le monde n'a pas pu bénéficier d'un service public de santé qui n'avait pas les moyens de répondre à chacun, le fait qu'il y a aussi des inégalités sociales profondes et que du coup le confinement n'a pas été vécu du tout de la même façon selon son niveau de richesse et de logement. Et puis le fait qu'aujourd'hui, eh bien, les classes sociales sont évidemment beaucoup plus ou moins vulnérables en fonction de la précarité de leur travail ou du fait qu'ils sont chômeurs aujourd'hui. Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'effectivement, on va droit vers une crise sociale d'ampleur, encore beaucoup plus profonde que celle que l'on connaît aujourd'hui. Ça a été dit, hein, aujourd'hui, les pronostics sur le chômage sont quand même très, très élevés, à 12% peut-être d'ici la fin de l'année. Ça veut dire donc près d'1 million de chômeurs en plus, mais aussi parce que eh bien, on a des entreprises qui d'abord ne vont pas retrouver en face la demande qu'il y avait avant. Les ménages, on le voit, ont une grande tendance et de plus en plus à épargner. Mais pourquoi? Parce que en fait, on va être droit on va aller droit vers un problème de demande, c'est-à-dire que on a des ménages qui ont peur pour leur travail et en face, et je dirais que c'est ça la clé, c'est quelle politique le gouvernement est en train d'annoncer. De mon point de vue, il est en train d'annoncer une accélération du monde d'avant, c'est-à-dire une politique néolibérale, peut-être approfondie. On l'a vu avec les annonces d'hier sur le fait que la réforme des retraites va être remise sur la table avec un allongement de la durée de cotisation. On le voit aussi avec la politique qui est mise en œuvre actuellement avec les aides quasi inconditionnelles aux grandes entreprises sans qu'il n'y ait sur la table une vraie, une vraie proposition de reconversion écologique et sociale avec des créations d'emplois là où on en a besoin, en l'occurrence à minima les services publics de base et la transition écologique. Donc, si vous voulez, le logiciel du gouvernement, il est celui qu'il y avait avant, et même en pire, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction à la hauteur des enjeux, avec une politique qu'on appelle une politique de l'offre, avec cette idée complètement fausse et qui ne marche pas, qui est vraiment la politique du monde d'avant, qui est une politique qui vise à croire qu'en baissant les charges des entreprises,
en baissant le coût du travail, en baissant les impôts, eh bien ces entreprises miraculeusement viendraient à créer des emplois. Or c'est faux. Aujourd'hui, il y a un problème de demande. Ce qu'il faut faire avant tout, c'est augmenter la propension à consommer des ménages précaires et des classes moyennes. Et pour ça, il faut rehausser les minima sociaux, il faut rehausser le salaire minimum, il faut donner les moyens à ces classes moyennes et précaires de reconsommer, mais reconsommer dans des secteurs qui ne soient pas et dans des productions qui ne soient pas évidemment polluantes. Ça veut dire qu'à côté de ça, il faut une planification écologique et sociale avec la création de millions d'emplois là où il y a des besoins, c'est-à-dire la transition écologique et les services publics de base, et ce qui a été montré pendant le confinement et la crise sanitaire. Donc tout va dépendre de la capacité ou pas de ce gouvernement à réagir à la hauteur des enjeux. Et pour l'instant, malheureusement, son logiciel semble bien être celui du monde d'avant. Alors, sur la question de l'offre et de la demande que pose Aurélie Trouvé, justement, vous disiez, Aurélie Trouvé, les entreprises ne vont pas trouver la demande qu'il y avait avant. Est-ce que il n'y a pas aussi une crise de décalage? Je me tourne vers vous, Guillaume Azenot, vous êtes donc membre des GRAC, professeur associé à l'École normale. Le monde d'après, est-ce qu'il peut fonctionner? Est-ce que, justement, les curseurs n'ont pas changé? Oui, beaucoup de choses ont changé, pas la richesse du pays, puisque en fait, pendant cette période-là, la France, si elle était une unité solidaire consolidée, incorporée, ne s'est pas appauvrie. Elle a travaillé moins, mais elle a aussi consommé moins. Elle ne s'est appauvrie que de la balance des paiements négatifs pendant cette période. Ce qui s'est passé, c'est que le choc qui a été subi sur les revenus courants des agents a été compensé par l'État. Il a été compensé inégalement. Par exemple, avec des systèmes comme le chômage partiel. Il a été entièrement compensé il ne s'est rien passé pour les retraités. Donc le niveau des retraités qui était à 105% du niveau de vie actif est passé à 110. Il ne s'est rien passé pour les gens qui étaient travaillaient normalement, qui ont pu passer en télétravail, qui ont eu l'avantage supplémentaire de partir en télétravail. Pour les salariés de contact, il s'est passé rien sur leurs revenus, mais ils ont pris des risques. Ceux qui continuent à travailler, ceux qui étaient au chômage partiel ont perdu une part de leurs revenus. Et puis, naturellement, les plus précaires, les emplois à temps partiel, les emplois à durée déterminée sont ceux qui vont subir une proportion tout à fait dissymétrique de l'ajustement. Donc, ces 150 milliards qui ont été pris en charge par l'État et les entreprises pour l'essentiel, par 10%, 60% l'État, 30% les entreprises, 10% les ménages. Leur contrepartie, c'est pas que le pays s'est appauvri, leur contrepartie, c'est un excès d'épargne qui s'est logé chez les ménages insérés. Et la première question, c'est de savoir comment cet excès d'épargne chez les gens les plus insérés, pas seulement les riches, tous les insérés, re-rentrer dans la machine. Va re-rentrer dans la machine. Et ce qui va aller vers des dépenses qui ont un contenu important en production locale et en emploi, ou est-ce que, comme c'est plus probable, et c'est ce qu'on voit maintenant, il va se porter plus sur des biens ayant des forts contenus d'importation et des faibles contenus en emploi. Autrement dit, il y a une mode de consommation. Les gens qui ont préservé leurs revenus, qui ont accumulé de l'épargne, est-ce qu'ils vont rattraper les services courants qui consommaient avant? Probablement pas. Ou est-ce qu'ils vont acheter des écrans plats? Si c'est la deuxième solution, on rentre, ou si, comme disait Aurélie Trouvé, les gens gardent un excès d'épargne, on rentre dans des ajustements qui sont des ajustements beaucoup plus excessifs et beaucoup plus négatifs. Et puis le deuxième effet est un effet d'ajustement finalement entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que cette crise, elle a fonctionné comme un accélérateur de tendances sous-jacentes, comme si on avait appuyé sur le bouton fast forward de l'évolution. Le plus net, c'est le commerce en ligne. Aux États-Unis, ça a mis 15 ans pour gagner 10 points sur le commerce alimentaire en ligne, de 6% à 16%. Des achats. Ça a pris 2 mois de prendre 10 autres points, de 16% à 26%. Donc les gens ont pris des habitudes, mais les boutiques, elles sont toujours là. Et tous ces trends essentiels, on peut en citer plusieurs, ils se sont prolongés pendant la crise. Les entreprises vont avoir de plus tendance à tirer les gains de productivité de la transition digitale.
C'est-à-dire que quand on commence à séparer les salariés essentiels et les non essentiels, quand les gens commencent à se parler directement et à couper, à aplatir les organisations, à couper les hiérarchies intermédiaires, à couper les emplois matriciels, il y a toute une série de gens qui reviennent au travail et qui s'aperçoivent que leurs collègues se sont arrangés sans eux. Donc, une tendance à l'accroissement des gains de productivité, une mutation de la demande, le changement de la structure économique liée à la transition écologique qui va se poursuivre aussi. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a complètement congelé l'économie. C'est-à-dire, face à des évolutions qui se sont accélérées, la réaction politique a été de tout congeler. On a tout congelé avec le chômage partiel et on a tout congelé avec les prêts garantis par l'État. Et naturellement, au moment où le dégel va se produire, il va y avoir énormément d'ajustements à faire, de mobilité, de restructuration. Et ça, c'est un élément de tension sociale, naturellement. Donc là, si on vous suit bien, l'économie était mise sous cloche. Vous parlez maintenant de dégel. Sans jouer les Madame Irma, parce que c'est toujours très difficile, mais selon vous, Françoise Benamou, à quel moment ça risque d'être le plus tendu? C'est à la rentrée, comme le laisse entendre le président? Est-ce que ça va être un peu plus tard? Il y aura sans doute plusieurs temps de tension pour des raisons différentes. Bon, en plus, on a toute une série d'incertitudes, à commencer par une, c'est quid de la pandémie? Est-ce qu'elle va revenir? De quelle manière? On peut penser qu'elle va revenir de manière localisée, mais quelles en seront les conséquences? Donc, il y a quand même des incertitudes qui demeurent et qui sont importantes. Il est certain que le moment de la rentrée est un moment important, car le diagnostic que vient de faire Guillaume Enzo est très juste, c'est-à-dire que on a là aussi des incertitudes économiques, et tant que ces incertitudes économiques demeurent, on ne sait pas très bien comment les ménages vont réagir sur leur épargne. Ils vont consommer sans doute une partie peut-être importante. Si c'est sur des biens qui sont importés, ça rapporte rien à la France, et donc la cocotte minute explosera d'autant plus. Donc voilà, ça c'est le premier temps, c'est la rentrée difficile, avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Évidemment, le premier sujet, le sujet le plus, je dirais, qui engage à tous notre responsabilité, c'est celui des jeunes, mais ensuite on aura d'autres temps, et on aura d'autres faillites. On a vu Airbus, Airbus ne fait pas faillite, mais on voit qu'il y a un plan extrêmement important de départ. On a un plan de départ Air France. On va avoir d'autres plans sociaux, bien évidemment. Et puis des faillites sur, on voit dans l'habillement, par exemple, effectivement. Sur les jeunes, j'aimerais qu'on y revienne justement. Vous craignez un péril jeune? Un péril jeune, non, jamais. Non, je pense que c'est notre avenir, les jeunes. Non, pas du tout. Je crains que pour eux, ce soit très dur, et en particulier pour certains d'entre eux, les moins diplômés, les moins prêts à affronter la vague économique difficile qu'on va vivre, ceux qui n'ont pas leur famille derrière eux. Par exemple, on pourrait prévoir qu'il reste une année de plus en formation, mais faut-il qu'ils puissent? Faut-il que les universités et les lieux de formation puissent leur offrir des formations qui soient pas simplement une année de distraction, mais quelque chose de vraiment concret, et avec évidemment une petite rémunération à l'appui. Voilà, ça c'est une piste, mais il y en a beaucoup d'autres. Sur la question des jeunes, justement, on entend les différentiels de revenus entre les générations. Alors, sans parler de lutte entre les générations, vous nous rappeliez tout à l'heure que pour les retraités, finalement, le niveau de vie avait été maintenu. Est-ce que ça, là aussi, il y a peut-être des cartes à rebattre? Je me tourne vers vous, Marc-Olivier Padis. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on a vu émerger ce débat un peu d'un conflit intergénérationnel à la fin du confinement. Guillaume Enzo a cité ce différentiel de niveau de vie maintenant entre les retraités et les actifs, qui est quand même un chiffre assez exceptionnel à l'échelle du monde et à l'échelle de l'histoire. C'est une spécificité française, vous voulez dire? C'est vraiment très particulier. Et en réalité, c'est issu à la fois de choix collectifs et puis d'effets conjoncturels, parce que ça, personne n'a décidé, mais c'est juste que la stabilité des revenus fait ça. Mais je dirais que ce thème du
conflit générationnel sur les sujets économiques ne prend jamais véritablement très fortement, et heureusement, de mon point de vue, sauf si le prochain gouvernement revient sur un sujet de réforme des retraites, nécessairement, ça va agiter le sujet à nouveau. Mais moi, je dirais, ce qui est important sur ce sujet-là, c'est plutôt un écart, un conflit de représentation. Parce qu'on a bien vu, avant cette pandémie, le sujet qui mobilisait les jeunes, en tout cas les jeunes qu'on voyait se mobiliser, aller manifester dans la rue, etc., c'était l'urgence climatique. Et là, on voit bien que dans la conjoncture dans laquelle on est, on a la rencontre de l'urgence économique et de l'urgence climatique, avec un conflit des horizons, un conflit de temporalité. C'est-à-dire, à court terme, il va falloir passer cette année 2021 qui va être très, très douloureuse dans la reprise. Mais à plus long terme, il y a ce défi climatique auquel il faut qu'on réponde, et il ne faut pas qu'on se coupe des possibilités de répondre correctement aux défis climatiques en prenant aujourd'hui des décisions de relance qui se révéleraient désastreuses au regard des enjeux climatiques. C'est ce qu'on appelait pendant la crise des Gilets jaunes le conflit entre la fin du mois et la fin du monde. Là, il explose encore plus violemment, vous voulez dire. On a vraiment cette double impératif à tenir en même temps, d'où la question effectivement que soulevait Aurélie Trouvé. Est-ce qu'il y a des conditions quand on aide le secteur aéronautique, quand on aide le secteur automobile, et on voit bien qu'il va y avoir des effets de long terme. Même les représentations des jeunes aujourd'hui sont beaucoup moins tournées vers le côté statutaire de la voiture, le fait de posséder sa propre voiture. Et on voit bien sur les effets à long terme du confinement que les déplacements professionnels en avion vont être bousculés. Vont être bousculés, et tout le monde est devenu des virtuoses de Zoom, de ce type d'outils. Et donc, ça va avoir des effets de long terme. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la préoccupation, parce qu'il ne faut pas se tromper, la pandémie, elle est bien directement liée aux défis climatiques. C'est-à-dire que les maladies émergentes, comme la Covid, sont liées en fait au bouleversement climatique, à la déforestation, à notre relation au monde animal, etc. Donc il y a bien une interconnexion forte, et je dirais peut-être la seule bonne nouvelle qu'on peut voir à ce propos-là, c'est qu'on a pris conscience de cette interdépendance de l'ensemble de ces enjeux. Aurélie Trouvé, justement, vous êtes avec nous en visioconférence. Vous avez, vous aussi, le sentiment que cette crise rend absolument nécessaire, impérativement nécessaire, la question de la prise en compte de la transition climatique et écologique. Vous portiez, je sais, au sein du groupe Attaque cette question-là, mais là, du coup, ça veut dire que la réponse doit être encore plus forte, à la hauteur de l'enjeu? Oui, bien entendu. Je voudrais juste d'abord réagir sur la question du chômage des jeunes, mais en quelques phrases. En tout cas, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, de mon point de vue, pour ne pas vis-à-vis du chômage des jeunes, c'est ce que prévoit le gouvernement, ce qu'il vient d'annoncer, c'est-à-dire l'allongement du temps de cotisation pour les retraites, pour toucher sa retraite, parce qu'on va laisser plus longtemps sur le marché du travail les seniors et que ça va alimenter le chômage des jeunes. Donc, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est ce que vient d'annoncer le gouvernement et le chef de l'État. Bon, ça, c'est une petite remarque. Ensuite, oui, effectivement, je pense qu'on a un double défi aujourd'hui, celui de l'emploi, emploi pour tout le monde et emploi de qualité, et en même temps cette reconversion écologique, et on n'a que quelques années pour la faire. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup aujourd'hui à penser qu'on peut créer des millions d'emplois en France, dans deux domaines en particulier, les services publics de base, on l'a vu pendant la crise, les besoins qu'il y a sur le service public de la santé, sur les services aux personnes dépendantes, mais aussi on le verra à la rentrée sur l'école, les universités. Mes collègues qui travaillent à l'université savent bien de quoi je parle. On a un manque immense de besoins dans l'université, notamment d'emplois pérennes, pour former correctement nos jeunes, justement. Donc des services publics qui sont par ailleurs des emplois non délocalisables et de qualité.
Et puis également des millions d'emplois, au moins 1 million d'emplois à créer dans la transition écologique. Et là, la CCC, la Convention citoyenne pour le climat, nous donne des pistes extrêmement intéressantes, notamment sur la rénovation thermique des logements, sur l'économie circulaire et la gestion des déchets, sur le ferroviaire. On a aujourd'hui des emplois massifs à créer dans les transports en commun qu'il faut rendre beaucoup plus accessibles, beaucoup moins chers, ce qui fera en même temps que, eh bien, on pourra réduire progressivement la voiture. Et je pense que ce n'est pas en taxant davantage le carburant, ça sera pas la première mesure à faire, hein, c'est au contraire en incitant au transport en commun. Donc il y a effectivement un gisement d'emplois formidables, mais je pense que le seul moyen de le faire, c'est un accompagnement très important de l'État, c'est aussi mettre des moyens. Et donc, on en arrive à la question des financements, et je finirai là-dessus. Oui, il va falloir une redistribution fiscale et je dirais, il va falloir demander aux riches, notamment aux classes les plus riches, beaucoup plus d'efforts financiers pour dégager ces moyens. Ça veut dire à minima le rétablissement d'une ISF rénovée. On a compté avec d'autres économistes qu'on pouvait dégager 10 milliards d'euros par an, en tout cas 8 milliards en plus, par une ISF rénovée et beaucoup plus forte sur le patrimoine, qui s'attaquerait notamment à l'épargne des plus riches. Et je le dis d'ailleurs en particulier, puisqu'on a parlé de l'épargne, aujourd'hui le taux de l'épargne qui a été réalisée depuis le début du confinement est absolument pas le même, évidemment, entre les classes les plus riches et les classes les plus pauvres. Et il y a aujourd'hui des inégalités de richesse extrêmement importantes, et il faut remettre en cause la politique de classe d'Emmanuel Macron, hein, qui a été vraiment de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches et vraiment aux très très riches, des cadeaux fiscaux quand même extrêmement importants. Il faut revenir là-dessus et au contraire partager les richesses fortement pour qu'on dégage des moyens supplémentaires pour une telle politique de création d'emplois et de développement des services publics et de la transition écologique. Ce qui veut dire, je finirai là-dessus aussi, et ça a été très bien dit par les collègues, une conditionnalité sociale et écologique et une planification de la part de l'État. Juste quand même pour préciser, il n'y a pas d'annonce officielle aujourd'hui d'un allongement de la durée de cotisation. C'est Emmanuel Macron dans l'interview qu'il donne à nos confrères de la presse régionale qui explique, qui dit que la question sera posée et il invite les partenaires sociaux, syndicats et patronats à en discuter au sein d'une concertation cet été. Alors effectivement, la réforme des retraites n'est pas abandonnée, bien au contraire, hein, puisque le chef de l'État dit que il faut la transformer. Ça sera une des questions qui peut mettre, en tout cas un des sujets qui pourrait mettre le feu aux poudres, peut-être l'étincelle sociale, parce qu'on se souvient qu'avant le confinement, on a quitté une France déjà fracturée par ce sujet. Est-ce qu'il y a un risque de ce point de vue, Françoise Benamou ? Sur la réforme des retraites, il semble que l'on va vers une reprise de cette réforme, mais avec l'abandon de l'âge pivot, qui était la question qui fâchait, si je puis dire, le plus, notamment la CFDT. Donc je pense que cette réforme des retraites pourrait passer dans une plus grande, dans un plus grand calme social. Je pense pas que ce soit là la plus grande difficulté. La vraie difficulté, c'est celle du chômage et des mesures que l'on prend. Alors il y a une autre mesure qui est sur la table, hein, qui est celle de supprimer totalement les cotisations salariales pour les jeunes jusqu'à l'âge de 30 ans pendant 3 ans, entre 27 et 30 ans, de manière pérenne pour les entreprises dont ce sont les cotisations salariales qui seraient supprimées, ce qui permettrait évidemment d'abaisser là aussi le coût du travail. Et donc c'est une mesure intéressante. Mais je crois qu'il va falloir combiner un certain nombre de mesures pour répondre à cette question du chômage. On ne peut pas obliger les entreprises à créer des emplois. On peut avoir des exigences par rapport aux entreprises qu'on aide, même évidemment, on ne peut pas leur demander de garder tous les emplois si elles ne peuvent pas le faire, mais on peut avoir des exigences sur la reconversion, sur les types de plans sociaux qui sont mis en place. Et il faut aussi travailler effectivement sur la question des jeunes, à travers ce qui a été dit, à travers aussi les stages, etc. Marc-Olivier Padis. Oui, un mot sur cette question de la réforme des retraites. On sait qu'il y avait un décalage au moins entre ce qui avait été annoncé dans le programme du candidat Emmanuel Macron, qui était une réforme qui se voulait systémique, et puis ce que le Premier ministre Édouard Philippe
aidé d'ailleurs de ses proches conseillers, avait essayé d'avancer avec l'âge pivot, qui était plus ce qu'on appelle une réforme paramétrique, c'est-à-dire effectivement qui essayait de régler le problème sur un paramètre particulier. Mais moi, je prendrais le sujet de façon un peu plus large, c'est-à-dire que ce qu'a révélé quand même cette crise, qui est relativement qui s'est révélé assez positif, c'est quand même l'attachement des Français à notre système de protection sociale et la solidité de ce système, malgré tout. Et dimanche soir, pendant la soirée électorale sur les municipales, il y avait eu un sondage qui était sur les priorités des Français dans la période post-crise sanitaire, qui faisait ressortir que le chômage n'était pas d'ailleurs le sujet numéro 1, mais c'était le système de protection sociale. Et donc, et le système de protection sociale avec tous les micros aménagements, arbitrages, accommodements qui sont faits, qui font partie de, disons, de l'adhésion et de la solidité de ce système. Et donc, ça me semble difficile de... c'est risqué, en tout cas, aujourd'hui, de s'y attaquer. Et je dirais, il faut quand même tenir compte, lors de cette crise, de ce qui reste quand même un des atouts français, c'est que notre système de protection sociale fait l'objet d'un consensus très puissant. Ce système, justement, ces amortisseurs sociaux, est-ce que c'est pas ce qui pourrait nous sauver finalement, ou en tout cas faire en sorte que les tensions, les colères sociales soient amoindries? Bien sûr, ça nous sauve, mais on y est habitué. Et la seule chose qui est sûre, c'est qu'on sort des guerres, des crises. Enfin, j'aime pas tellement d'ailleurs qu'on compare cette affaire à une guerre, parce qu'une guerre, c'est une période C'est dans la laquelle... comparaison que fait l'Élysée. Oui, dans laquelle une minorité de gens, qui sont en général des jeunes, sacrifient leur vie pour la liberté de la nation. Là, c'est exactement l'inverse, puisque c'est la majorité de la nation qui a sacrifié une partie de ses libertés pendant quelque temps, afin que une partie de la population, plutôt des vieux, ne perde pas la vie. Bon. Donc c'est une anti-guerre. Enfin, c'est une crise grave. Et on sort de ces moments-là avec des exigences d'égalité plus fortes, toujours. Donc ça ne suffira pas. Donc ça ne suffira pas forcément parce qu'on est habitué à ces amortisseurs sociaux. Il faudra d'autres choses. Il y a quelque chose d'assez, et Aurélie Trouvé a dit la fiscalité. Le problème, c'est très compliqué parce qu'il va y avoir besoin de mesures plus redistributives et d'une fiscalité sans doute plus redistributive. On verra les différentes méthodes possibles. Mais c'est des choses qui porteront sur quelques milliards. Même Aurélie Trouvé en évoque 10. Sachant que pour l'instant, le gouvernement, le président dit qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et pourquoi il le dit? Parce que c'est à la fois une nécessité dans le moyen terme, mais l'urgence des mois qui viennent, c'est que les gens dépensent leurs 150 milliards d'économies. Or, les classes moyennes et supérieures sont incroyablement snobs. Ils se plaignent d'impôts qu'ils ne payent pas. Qu'à voir la popularité de l'impôt sur les successions, de l'ISF. Tout le monde croit qu'il paie plus d'impôts qu'il n'en paye vraiment. Et par conséquent, il faut faire très attention à ce que des annonces de hausse d'impôts ne provoquent pas des gels d'épargne dans des proportions très supérieures à ces annonces de hausse d'impôts, ce qui aurait un effet récessif. Autrement dit, l'État ne sait pas dépenser à la place des gens les 100 à 150 milliards de surépargne qu'il a laissé s'accumuler. Françoise Benamou, justement sur la question de l'épargne, est-ce que on voit bien que ça anime, hein, c'est la consommation, c'est le cœur, c'est le moteur de la croissance française. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y aurait une mesure comme ça à privilégier pour que les gens se disent « Allez, je vais consommer, là, je vais sortir l'argent de mes bas de laine et je vais dépenser ». Alors, on ne peut pas forcer les gens à dépenser, mais on peut essayer de faire en sorte qu'ils dépensent un peu plus. Alors, bon, les Allemands ont choisi la baisse de la TVA pour une durée provisoire, mais ça peut être une solution. Moi, j'y suis pas tout à fait favorable. Le gouvernement non plus. Non, non. Alors, le problème, c'est que consommer, c'est une affaire d'envie, et puis c'est aussi une affaire de confiance. C'est-à-dire que même si vous appartenez à des classes relativement protégées, vous avez des enfants qui sont peut-être menacés par le chômage, et donc il y a ça qui peut créer un frein à la consommation. Mais l'enjeu de la consommation, il est absolument, effectivement, fondamental, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a empêché les gens de consommer,
Et on voit d'ailleurs des comportements dans certains secteurs où il y a du rattrapage, mais ce sont plutôt des secteurs de type écran plat, etc. C'est ce qui se fabrique pas en France, comme disait très bien Guillaume Enzo. Voilà, et dans les services, pas tellement. Et c'est ça l'enjeu pour nous, pour refaire démarrer l'économie. Il y a des façons, pardon, il y a quelques techniques, enfin, tout est petit par rapport à la taille du problème. On avait notamment, l'EGRA qui avait proposé des chèques déconfinement, hein, c'est-à-dire de donner des chèques qui peut se faire sous forme très dématérialisée aujourd'hui, pour permettre à des gens de consommer et de consommer écolo en plus, des services, des choses écologiques. Bon. C'est une façon d'à la fois orienter l'effort sur ceux qui en ont le plus besoin et d'orienter la consommation vers des produits qu'il faut consommer. Des choses qui ont un fort contenu en emploi et un fort contenu local. C'est d'ailleurs une proposition qui avait été reprise par le patronat, hein, mais que pour l'instant le gouvernement n'a pas repris. Par diverses personnalités politiques. Il y a l'échec tourisme, hein, dans la même veine. Marc-Olivier Badis. Oui, toujours sur ce même sujet, la Convention citoyenne sur le climat a proposé des chèques verts, effectivement, notamment pour l'alimentaire, puisque les aliments bio sont quand même hors de portée parfois d'une grande partie des ménages, et donc on pourrait les aider à consommer comme ça. Mais toujours sur ce transfert finalement de l'épargne. Épargne, consommation, emploi, finalement, qui permet de garder de l'emploi. Donc deux idées. Il y en a une qui est que ce qui provoque aussi l'épargne de précaution, c'est, comme l'a dit Guillaume Enzo, la crainte de la hausse des impôts, mais c'est aussi la perspective du chômage. Et donc, envoyer un message très clair sur le fait que les indemnités chômage doivent être durables, stables et garanties, ça peut aider à passer le cap. Et puis, dernière idée, on a parlé tout à l'heure des inégalités intergénérationnelles, favoriser des dons vers les jeunes, notamment des grands-parents vers les petits-enfants, ça pourrait être assez bienvenu dans la période. Sur le chômage, ça veut dire que vous êtes favorable chez Terra Nova pour que, par exemple, la question de la réforme de l'assurance chômage, on sait que c'est une demande de la part de quasiment tous les syndicats, soit en tout cas ajournée ou abandonnée. Alors, elle a été gelée pendant le confinement, ce qui était, je pense, une perspective sage, mais on ne peut pas faire aujourd'hui une réforme chômage qui n'est pas l'assentiment des principaux syndicats et notamment du principal syndicat français. La CFDT. Je reprends l'idée que vous évoquiez, Marc-Olivier Badis, si je me tourne vers vous, sur la question des générations, est-ce qu'il faudrait, alors sans parler d'impôts sur les successions, mais en tout cas, quel mécanisme de transfert, je crois que vous avez travaillé un peu sur ce sujet, vous pourriez mettre en place, il faudrait mettre en place? Sur l'inégalité, il y a des sujets d'inégalité de revenus, bien sûr, mais l'inégalité des patrimoines est beaucoup plus forte, on le sait, que l'inégalité des revenus, et les patrimoines se concentrent sur les classes d'âge les plus âgées et se transmettent par héritage. Et en plus, maintenant, l'héritage, en termes de revenu national, a retrouvé la même place que ce qu'il avait au temps de Balzac. Hein. La différence, c'est que les gens héritent à 60 ans au lieu d'hériter à 30, et par conséquent, le capital se transfère de vieillard en vieillard, ce qui n'est pas forcément bon pour l'économie. Dit comme ça, effectivement. Donc, c'est vrai qu'il y aura un jour à traiter un sujet sur l'impôt du capital. Nous, à Terra Nova, on est plus favorable à le traiter par le biais de la taxation, disons, au moment des successions, qui n'est pas forcément l'impôt sur la succession, mais qui peut aussi être l'impôt sur les plus-values au moment de la succession, puisque comme notamment les plus riches capitalisent, ils ne payent jamais l'impôt sur les plus-values, qui est maintenant de 30-35%, et il serait logique que maintenant que cet impôt est raisonnable, il soit payé par tout le monde. Voilà. C'est une des propositions des GRAC. Donc on a de Terra Nova, l'espèce, mais on a diverses, il y a diverses techniques pour, disons, retrouver
au moment des successions, le rendement qui était le rendement de l'ISF sans avoir les mêmes inconvénients sur la délocalisation, puisqu'au lieu de délocaliser des gens dans la phase où ils sont entreprenants, ils auraient à se délocaliser quand ils sont très vieux, à plusieurs générations, ce qu'en général ils ne font pas. Je me tourne vers vous, Aurélie Trouvé, sur cette idée de favoriser les transferts entre les générations. Est-ce que c'est pas une solution peut-être plus acceptable socialement que l'impôt sur la fortune, que le gouvernement ne veut pas remettre? Il faudrait regarder les sondages, mais je pense que la redistribution, pareil. Oui, très rapidement, je pense qu'une redistribution fiscale d'ampleur pourrait tout à fait être acceptable socialement. Et du coup, je me permets juste de répondre que c'est pas seulement effectivement 10 milliards qui sont en jeu. On peut récupérer plusieurs dizaines de milliards d'euros à condition d'une redistribution fiscale d'ampleur qui passe par un rétablissement de l'impôt sur la fortune. Mais on pourrait parler aussi du fait qu'on remette en cause la flat tax, c'est-à-dire le fait qu'on plafonne la taxation sur les revenus financiers. Nous pourrions aussi même envisager une taxe sur les transactions financières qui soit beaucoup plus efficace. Et nous pourrions même envisager, moi je suis assez favorable aussi à la suppression de certaines niches fiscales qui profitent avant tout, ça a été même montré par la Cour des comptes et d'autres, aux plus riches, aux multinationales pour certaines ou à des activités polluantes. Donc il y a énormément de marge de manœuvre pour récupérer plusieurs dizaines de milliards d'euros, à condition effectivement d'accepter une redistribution de la richesse d'ampleur, ce qui pour moi est nécessaire, et je vais finir là-dessus, pour la consommation, parce que ce sont avant tout les classes moyennes et précaires qui ont ce qu'on appelle la plus forte propension à consommer. Donnons-leur des... Alors ça a été dit, sur le chômage, pareil, il faut... donc il y a la fiscalité, mais il y a aussi le fait de rehausser les minima sociaux, et surtout ne pas appliquer le deuxième volet de l'assurance chômage qui est, en tout cas pour l'instant, dans les cartons à la rentrée, comme l'est d'ailleurs, je suis désolée de le dire, mais quand même la réforme des retraites, ça a été affirmé en tout cas par le chef de l'État, que la réforme des retraites n'était pas à mettre à la poubelle. Il l'a dit hier, et je le répète, il a dit exactement, la question du nombre d'années pendant lesquelles nous cotisons demeure posée, d'où, moi, mon inquiétude, c'est-à-dire qu'on a une politique qui, à l'inverse, va encore appauvrir et précariser les classes moyennes et précaires, et qui, du coup, va agir en négatif sur la demande, et du coup va agir en négatif sur l'emploi, ce qui s'appelle une spirale dépressive. Il ne faut absolument pas rentrer là. Donc il faut que le gouvernement change fondamentalement de politique. Françoise Benamou. Oui, alors juste un mot sur la fiscalité. Effectivement, il faut favoriser d'une part les donations précoces et d'autre part imposer plus avant les successions sans doute. Sinon, on aura beaucoup de désaccords. Mais je crois que au-delà de cette question, je pense qu'il faut revenir aussi à cette crise sociale dont on parlait au départ et au fait qu'elle est multidimensionnelle. On l'a dit au départ. Et je pense que c'est très important d'y revenir peut-être dans ce dernier moment de notre débat parce que la crise sociale, c'est pas seulement une question d'inégalité, de rémunération, de situation, etc. Il y a des questions fondamentales dont il faut qu'elles soient prises à bras-le-corps par le gouvernement. La question, bien entendu, des quartiers difficiles et des inégalités territoriales, la question de l'accès à l'éducation, bien entendu l'accès aux soins. Et je crois que toutes ces questions, si on ne les traite pas en même temps, justement, que la stricte question économique des revendications salariales, je pense qu'on ira dans le mur. Sur la question des revendications salariales, on a parlé du service public. On voit que se pose le sujet des salaires des soignants. Hein. Est-ce que donc le gouvernement promet un effort, une revalorisation, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de l'ouverture d'une boîte de Pandore qui pourrait donner lieu à d'autres, les enseignants, les policiers, qui pourraient eux aussi demander à ce que leur salaire, leur traitement soit revu à la hausse? Oui, les salaires dans la fonction publique ont été bloqués pendant des années et c'est vrai que ça a créé une frustration qui est importante, le sentiment en plus de remplir vraiment des fonctions absolument indispensables et donc de ce décalage entre la manière dont on est rémunéré et l'importance de ces métiers. Ça, c'est une évidence et je crois que le gouvernement sera obligé de regarder ça en face. D'autant plus qu'il faut se rappeler les mots d'Emmanuel Macron au tout début de la crise quand il a eu cette expression « quoi qu'il en coûte ». Et dans le fond, ce « quoi qu'il en coûte » est resté dans la tête des gens. Quoi qu'il en coûte, il faut qu'on me considère comme je le mérite.
je vois que vous opinez de la tête, Guillaume. Ce quoi qu'il en coûte, il risque de coûter cher justement au gouvernement, au président. Le quoi qu'il en coûte risque de dériver vers le n'importe quoi. Il y a un moment où il faudra juste que s'arrête le quoi qu'il en coûte. Et à ce moment-là, le sujet qui se posera sera le sujet de savoir qui sont les publics les plus prioritaires. C'est vrai que le point a été gelé dans la fonction publique, mais la rémunération des personnels en place a continué de croître, plutôt certaines années plus vite, certaines années moins vite que le secteur privé, mais enfin, c'est un close call. La crise, elle va favoriser les gens qui sont insérés, et elle va porter intégralement, comme d'habitude, sur les chômeurs, les jeunes, et c'est pas seulement les 700 000 qui rentrent dans le système chaque année, parce qu'ils rentrent progressivement. Donc c'est tous ceux qui étaient entrés à travers des emplois d'intérim, des emplois précaires, des emplois à durée déterminée, etc. C'est sur eux que si on ne fait rien, l'ajustement va se faire. Alors on peut dire donc il y a bien sûr des professions à revaloriser, notamment toutes les professions de contact par rapport, notamment toutes les professions de contact par rapport aux professions de bureau. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais il ne faut pas perdre de vue que les gens qui vont subir le plus l'impact de la crise sont les plus défavorisés, les plus jeunes. Et nouveauté de cette crise-là, quelques indépendants. Juste un mot, j'ajouterais qu'il y a des secteurs dans lesquels l'emploi précaire est vraiment massif. C'est la restauration, c'est l'événementiel, etc. C'est des secteurs structurel. Voilà, et des secteurs qui sont en plein là dans la crise. Et justement, il y a une question d'un internaute qui dit, est-ce que finalement, on en parle peu, mais cette crise ne va pas encore affaiblir les indépendants et les entrepreneurs? Que peut-on faire pour eux? Ce sont souvent ceux qui ne sont pas dans les manifestations. Alors, là, il y a une différence très forte entre ce qu'ont fait les Allemands et ce qu'ont fait les Français. Sur les indépendants, les micro-entrepreneurs, les TPE, les Allemands ont indemnisé. C'est-à-dire qu'ils ont dit on applique les techniques du chômage partiel, en gros, aux autres charges fixes de l'entreprise et on indemnise cette décision qu'a prise l'État de fermer tout. En France, il y a eu une indemnisation en France, il y a une indemnisation de 1 500 €, mais enfin, c'est 9 000 à 12 000 en Allemagne. Le budget est de 50 milliards au lieu de 7, alors que c'est pas la taille des économies. En France, nous, par contre, on a distribué 3 fois plus la proportion de notre économie par rapport aux autres de prêts garantis par l'État. Ce qui fait que on a maintenant des entreprises qui sont extrêmement, à la fois extrêmement liquides et très souvent insolvables. Et on va avoir un problème. Ça fait partie de cette réponse qui a consisté à geler tout plutôt qu'à accompagner les mutations. Mais c'est une des choses qui, sur les indépendants, les micro-entrepreneurs, va être les TPE, va aussi peser assez lourd dans les mois qui viennent. C'était une des fractures déjà de notre monde du travail entre, d'un côté, ce qu'on appelait les insiders, ceux qui avaient un CDI, ou les fonctionnaires qui ne risquaient pas pour leur poste, et puis les autres. Est-ce que ça aussi, c'est un des points qu'il faut surveiller dans cette crise, Marc-Olivier Padis? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là d'une révolte aussi vous disiez, il y a des secteurs où, de façon structurelle, il y a des précaires, des travailleurs pauvres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de révolte supplémentaire? C'est déjà ce qu'on a un peu vu au moment des Gilets jaunes, dont la sociologie est très difficile à faire, mais on percevait bien que c'était plutôt, il y avait par exemple beaucoup de petits patrons, ou d'employés de TPE, de PME, de petits artisans, ou des gens sur les franges du travail, mais qui n'étaient pas complètement désinsérés non plus. Et donc par rapport à notre présentation, les inclus, les exclus, ça brouillait vraiment les cartes du jeu. Et des gens qui disaient, dans le fond, c'est pas tellement forcément... le niveau de revenu, le problème, c'était les dépenses contraintes. Et ça, c'est tout un problème pour la transition écologique. C'est, est-ce qu'on impose des dépenses à des gens qui n'ont pas le choix et qui ont le sentiment qu'eux sont piégés alors que d'autres ont le choix de prendre ou non une voiture, par exemple, parce qu'il y a ou non en complément un TER ou un bus ou du covoiturage ou quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont coincés. Et donc là, c'est un problème de design des politiques publiques, si je puis dire, c'est-à-dire de penser des choses qui montrent
qu'en fait qu'on préserve au moins une certaine ouverture des choix individuels face à des défis qui sont collectifs, ou est-ce qu'on impose des choses et c'est ça qui passe très mal? Justement, pour terminer un peu ces dernières minutes de notre débat, au-delà des questions économiques pures, chiffrées, est-ce que c'est pas le risque de déclassement, le sentiment de subir qui risque d'être, de donner les étincelles, enfin, d'une éventuelle crise sociale? Ça, c'est quelque chose qui préexistait à la crise, hein, c'est-à-dire le sentiment que les enfants ne seront pas aussi bien dans la vie, si je puis dire, que nous ne l'avons été. Cela dit, c'est pas un sentiment. Quand on regarde certaines oui, études, bien il sûr, faut c'est pas un 6 sentiment, générations en France Ouais. pour changer de sphère sociale. Mais on avait des perspectives qui étaient plutôt positives, et puis à un moment, ça s'est retourné, et notamment dans les classes moyennes. Aujourd'hui, ça peut expliquer une part de la crise qu'on a appelée des gilets jaunes. Cette possibilité, cette perspective n'existe plus vraiment. Et ça, je crois que cette question est fondamentale. Puis la deuxième question qui est fondamentale, qui est un petit peu liée, d'ailleurs, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'accès aux services publics, l'accès aux soins, le sentiment d'isolement. Et ça, il faut lutter contre cela. C'est pas nécessairement les gens les plus isolés qui feront la prochaine crise sociale, mais il faut pas les oublier. Guillaume Menzo, justement, sur ce sentiment de déclassement, sur le rapport à la confiance même en l'avenir, on parle beaucoup du monde d'après. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons d'espérer quand même dans notre économie sur un rebond qui serait plus dynamique que l'on imagine ou que l'on perçoit? Les Français sont en général assez pessimistes. Oui, mais justement, s'ils sont pessimistes, c'est des self-fulfilling prophecies. Et donc, il faut à la fois travailler sur les transitions qui vont devoir être faites et qui vont nécessiter que beaucoup de gens soient reformés, que beaucoup de gens que beaucoup de travail d'emplois soit créé, d'emplois soit détruit. Il va y avoir énormément de réallocation de tout dans tout ça, et il faut que ce soit organisé. Il faut que ce soit organisé avec une exigence d'égalité. C'est ça qui permettra d'éviter la crise sociale. La crise sociale, il faut faire attention parce que c'est pas seulement historiquement, c'est pas seulement les manifestations du 1er mai avec les organisations radicales ou la révolte ou plus probablement la révolte de la jeunesse. La crise sociale, ça peut être ce qui a suivi les épidémies, c'est plutôt la haine dans l'histoire. Hein. Le pogrom suivait de peu l'épidémie. Donc il faut faire très attention à ce que les crises sociales ne se nouent pas d'une façon qui soit bien pire encore que ce que nous imaginons ici quand nous parlons de la crise sociale. Hein. Aurélie Trouvé, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons d'être optimiste quand même? Optimiste, oui, parce que justement, je vais poursuivre ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a des mouvements sociaux en même temps qui sont très importants depuis quelques années et qui se rejoignent. Sur les mouvements sociaux, on l'a vu sur les retraites, mais aussi les gilets jaunes, les mouvements sur le climat qui étaient extrêmement importants. Il y a et actuellement les mouvements contre les violences policières et le racisme, mais derrière il y a toujours une dimension de justice sociale et fiscale, de justice environnementale, avec des convergences qui se font. Et c'est vrai que, disons qu'à la sortie du confinement, il faut pas se leurrer, hein, les mouvements sociaux ont du mal à entre guillemets reprendre la rue, à s'exprimer. Et du coup, je reviens sur ce qui vient d'être dit. C'est effectivement, il peut y avoir une haine, une colère qui soit nourrie. Mais je pense que la rentrée sociale sera chargée, de mon point de vue. Je pense que les gens ont envie aussi de s'exprimer. Et puis, il y a eu des bonnes nouvelles. Je pense que la Convention citoyenne pour le climat montre aussi que, quand les citoyens, quand on les laisse travailler, et qu'on leur laisse la parole, finalement, il y a une prise de conscience de l'urgence écologique, de l'urgence sociale, et qu'il y a des choses qui sortent extrêmement intéressantes. Et ça montre aussi quelque chose pour moi, hein, c'est que je pense franchement qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des impasses de la politique néolibérale, des vieilles recettes. Il y a une prise de conscience de l'urgence écologique et sociale.
Et voilà, et de la même façon qu'il y a la question de la relocalisation, on n'en a pas parlé, mais la question de la relocalisation est beaucoup plus présente qu'avant. Et bon, moi, je pense qu'en tout cas, cette période de crise sanitaire est extrêmement, évidemment, et désastreuse pour l'instant sur le plan social, mais qu'elle peut aussi, enfin, elle peut donner le meilleur comme pour le pire pour moi. Hein. Elle peut donner le pire, c'est-à-dire l'accélération du monde d'avant avec un gouvernement qui n'entend pas, qui ne comprend pas ce qu'il faut faire, et en même temps, elle peut donner des alternatives qui permettent de changer de logiciel et de vraiment répondre à ces urgences sociales et écologiques. On a vu quand même que dans cette crise, l'État était très présent. On attend, là, on est un peu en entre-deux, on attend un remaniement. Est-ce que on peut imaginer des changements? Vous y croyez, vous, Marc-Olivier Padis? Et quelles sont les raisons d'avoir... quelles sont les raisons d'espérer, ou en tout cas de se dire que on ne va pas avoir un mur de haine, de colère à la rentrée? Vous avez raison de lancer un signal d'alerte quand on essaye de passer un message positif. C'est devenu tellement inhabituel qu'on risque de mettre les gens en état de choc. Non, mais je pense que quand même, il y a eu des élections municipales qui ont envoyé un message politique assez clair, enfin, bon, toujours discutable, mais quand même, il y a... d'un changement, en tout cas. Il y a un changement du côté... de l'environnement, de la prise en compte de l'environnement, de politique verte. Bon, alors c'est difficile de faire en même temps l'éloge de la Convention citoyenne, et je me rallie à cet éloge, et de dire que le gouvernement ne sait pas dans quelle direction il va, parce que c'est quand même le président de la République qui a souhaité cette Convention citoyenne et qui a dit qu'il reprendrait la quasi-totalité des propositions. Donc maintenant, la question, c'est effectivement, est-ce que ça donne une ligne politique? Ça semble donner une ligne politique qui devrait effectivement prendre au sérieux cette question du risque climatique et de nouvelles politiques vertes, disons. Mais ce qui est bien apparu, moi je trouve, au moment de la Convention citoyenne sur le climat, au-delà de la méthode de travail qui est très intéressante, le tirage au sort, les citoyens qui prennent la parole, etc., ça c'est très bien, mais on a touché du doigt, enfin, la prise de conscience des citoyens. C'est pas simplement sur la gravité du problème, c'est aussi la prise de conscience que, en fait, tout le monde va devoir faire un effort. Et donc, et la difficulté, c'est de trouver des politiques qui envoient bien ce message, en disant à la fois, bon, il faut cibler des secteurs, il faut aider, mais par exemple, mieux isoler les logements, c'est quelque chose à la fois qui doit concerner un nombre de logements absolument incroyable. Et c'est pas simplement un problème de savoir si le gouvernement va financer le changement de votre chaudière. C'est que c'est bouleversé chez vous, c'est rentré chez vous, quoi. C'est-à-dire, il faut épaissir les murs, changer le toit, changer la chaudière, changer les fenêtres, etc. Donc c'est votre environnement le plus intime qui se transforme. Et ça, c'est quand même très intrusif comme politique publique. Et donc, quel est le degré le potentiel d'acceptabilité de ce type de politique qui est très intrusive? Pour moi, ça reste une question. En même temps, on a vu que la question du pacte social ne s'est pas posée au moment où on nous a dit restez chez vous, il faut vous confiner. Il y a eu une adhésion sociale. Est-ce qu'on peut compter sur cette adhésion sociale? On peut avoir des adhésions sociales sur des points particuliers. Le problème, c'est de retrouver de la confiance aussi dans les institutions. Alors, de ce point de vue-là, la Convention citoyenne, moi, j'ai trouvé ça intéressant. On évoque l'idée que le Conseil économique et social se transforme en un lieu des conventions citoyennes, en quelque sorte, et il y en aurait d'autres. Pourquoi pas? C'est à la fois micro, tout petit, et en même temps, ça envoie le message d'une meilleure écoute, sans doute. Donc, c'est un symbole. L'avenir, on le verra. Moi, je suis frappé de voir que les critiques qui s'élèvent contre la Convention citoyenne, parce que on regarde toute la journée des sondages. Qu'est-ce que c'est qu'un sondage? C'est ce que pense un échantillon représentatif de la population quand il ne réfléchit pas. Comment il réagit tout de suite. Là, on prend un échantillon représentatif de la population, on lui donne les moyens de réfléchir pendant plusieurs mois, on a accès à toute une série d'expertises, et on voit ce que ça donne. C'est quand même mieux. Alors, c'est peut-être pas aussi légitime que la représentation de l'Assemblée nationale, mais c'est mieux qu'un sondage. Et peut-être aussi légitime que des représentations beaucoup plus indirectes, comme le Conseil économique et social ou le Sénat. Hein. Donc, ce qui en sort, c'est-à-dire ce sur quoi ça se rapproche du consensus des experts qui leur a été présenté, et ce sur quoi aussi les gens ne veulent pas, parce que il faut bien le regarder et il faut bien l'écouter.
Et il faut rappeler aussi que cette convention citoyenne, elle est née de ces débats qui eux-mêmes sont nés, ces débats animés partout en France, qui eux-mêmes étaient nés de la crise, ou en tout cas du mouvement des Gilets jaunes. Donc effectivement, c'était une réponse à une forme de, à une crise sociale que l'on a connue. Ça nous semble très loin aujourd'hui, après cette parenthèse, cette crise sanitaire, mais c'est vrai que c'était une réponse qui avait été offerte. Écoutez, je vois qu'on arrive au bout de notre horaire. Je vous remercie d'avoir été ce matin avec nous. Je vous invite à poursuivre avec les rencontres Aix-en-Seine, un peu particulières cette année, mais dont le programme est tout aussi alléchant et riche. C'est 3 jours de débats, d'échanges, de confrontation d'idées. Vous pouvez aussi suivre ces débats sur le site de France Info, évidemment. Et puis, merci à vous, merci à toutes les équipes techniques à Aix, à Paris, et on continue le débat. Au revoir.